Nudelman, avant de préciser, d'en venir à votre parcours, qui est, je dirais pas chaotique, loin s'en faut, mais disons un peu en dents de scie par rapport à certains parcours plus institutionnels. Vous avez été président du Collège international de philosophie, vous êtes maintenant à New York, on y reviendra. Mais revenons quand même sur, j'allais dire, le point de départ, l'origine familiale, comme on a l'habitude de le signifier. Peut-être le lieu de naissance, disons, vos premières années, il n'était pas écrit, vu votre milieu social, que vous seriez François Nudelman à New York aujourd'hui. Comment se sont passées à la fois vos premières années et qui étaient vos parents ? Alors, j'ai commencé ma vie à Paris, dans le 18e arrondissement, rue Sevestre, où était une grande partie de ma famille, sont encore un peu, mais un peu moins, c'est-à-dire au fond des quartiers qui correspondent à l'immigration juive au début du XXe siècle. Voilà, donc que dire sur le milieu social alors je suis ce qu'on appelle aux États-Unis première génération. Le mot n'est pas encore vraiment utilisé ici, mais c'est-à-dire que mes enfants, c'est intéressant, mes parents n'ont pas fait d'études et mon père donc travaillait à l'âge de 13 ans, ma mère a quitté le lycée à 16 ans, enfin bref, ils avaient leur propre culture. Hein, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est une culture du commerce. Hein. Mon père vendait des tissus au marché Saint-Pierre. Voilà, ma mère ensuite est devenue commerçante aussi de vêtements. Mais je veux dire, c'est aussi une culture. Et c'est une culture qui est souvent méprisée dans le milieu intellectuel, mais pour moi, pas du tout. Je ne la cache pas, je la refoule pas. Et je peux dire sans trop de coquetterie que je peux avoir autant d'admiration pour un bonimenteur du marché de Saint-Ouen que pour un prof de fac. Hein. Bon, voilà. Donc franchement, donc ensuite, si vous voulez, mon parcours, c'est celui de l'école républicaine. Mais on pourrait croire finalement que c'est merveilleux, grâce à la République, j'ai pu entrer dans l'univers scolaire. En fait, non. Pour moi, l'école n'a pas été un moment de bonheur. Ça a été pour moi l'ennui, je dois l'avouer, même si je suis devenu prof ensuite. Hein. C'était pour moi l'ennui et la violence des maîtres. Je l'ai ressenti comme ça. Et je ne saurais pas vraiment l'expliquer, mais c'est très tardivement que j'en suis venu aux études scolaires. Vraiment, quand j'avais 16-17 ans, que je me suis mis à lire. Mais avant, je ne lisais absolument pas. Il n'y a que les mathématiques que j'aimais, mais sinon, je n'accrochais pas. Je ne sais pas si je n'avais pas les affinités, je ne sais pas, la culture peut-être scolaire, mais ça n'a pas accroché. Et puis, très tardivement, j'espère que j'ai commencé à mon âge à rattraper le retard. Et donc ensuite, pour le milieu social, c'est aussi un milieu familial un peu éclaté. Vous avez dit chaotique, en tout cas le milieu familial était chaotique, parce que chacun de mes parents s'est marié 3 fois, donc ça amène des reconfigurations familiales très très nombreuses, des déménagements, donc il y a eu Paris, mais ensuite il y a eu Lyon, Limoges. Donc, au fond, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce que je vous raconte, si ce n'est que, puisque l'enjeu c'est de faire un portrait un peu biographique de quelqu'un qui s'intéressait à la philosophie, ça m'a donné le sens de la relativité. C'est-à-dire que d'aller d'un milieu à un autre, surtout que chacun de mes parents avait quand même un peu le sens de l'ascension sociale. Donc, du coup, j'ai eu une position qu'on appellerait en philosophie perspectiviste. Hein, voilà. Les perspectives changeaient, et ça, je l'ai vécu très très tôt. L'idée que la vérité n'est pas inscrite dans toutes les valeurs qu'on vous donne dans un cadre homogène, mais que ce qui est considéré comme acceptable ne l'est pas ailleurs, ça m'a beaucoup formé.
Et aussi, donc, du coup, le sens du déplacement. Je crois que quand j'avais 30 ou 35 ans, je me suis dit, tiens, j'ai déjà déménagé 24 fois dans ma vie, quoi. Donc je me déplace beaucoup, je me suis beaucoup déplacé. Revenons un tout petit peu avant le baccalauréat. Alors, durant votre scolarité, disons, au lycée, j'imagine dans le 18e arrondissement, à l'époque, vous n'avez pas encore déménagé. Je voulais simplement vous demander, vous aviez conscience justement de vos origines juives et vous n'avez pas précisé, vos parents ou grands-parents, c'était d'origine juive polonaise? Russe, enfin mon grand-père Noudelman est venu de Russie, mais au fond, non, parce que c'était une famille très assimilationniste, assimilée. Et donc, voilà, les histoires quand même assez graves des grands-parents, des parents, de la famille, je les ai connus très tard. Donc voilà. Après, donc je vous dis, ça a été une vie en province. Voilà, donc j'ai fait des études en province. J'étais au lycée. D'ailleurs, c'est amusant parce que je me suis retrouvé au lycée avec Catherine Malabou, qui est devenue aussi comme un philosophe. Et donc ensuite, nos chemins... Où ça, c'était à Limoges. Et nos chemins ensuite sont séparés parce que moi, j'étais pas scolaire. C'est-à-dire que on a eu un très bon professeur de philosophie qui, moi, m'a appris ce que c'était qu'une classe préparatoire. Mais bon, moi, dès que j'ai fait quelques semaines, je supportais plus le lycée. Donc, j'ai pas fait de classe préparatoire. Ensuite, j'étais plutôt dans la musique. J'ai fait des études de piano. Puis ensuite, la littérature m'a intéressé, la philosophie. Donc effectivement, c'était pas du tout un parcours univoque. Je peux dire au fond que ce qui a compté pour moi, ce sont des rencontres de hasard. Et il n'y a pas de programmation. Vous connaissez la formule de Sartre à propos de Flaubert qui dit « Quand les pères ont des projets, les fils ont des destins ». Donc moi, je n'avais pas de destin parce qu'il n'y avait pas de projet, pas de programmation. Et ça a été des rencontres, des rencontres de personnes ou de textes. Et pour moi, la rencontre décisive, ça a été, quand j'avais 16-17 ans, c'est assez banal, hein, mais c'est la lecture de La Nausée. Alors ça, vraiment, tout d'un coup, l'idée qu'un livre puisse dire la vérité, la vérité de l'existence, ce que je vivais, ça a été déterminant pour moi. Parce que tout d'un coup, je me suis mis à lire énormément, j'ai lu tout Sartre de manière monomaniaque. Et puis, ça a été quand même, oui, c'était quand même un texte littéraire, ce qui fait qu'après, moi, j'ai fait un double cursus, j'ai fait de la littérature, j'ai fait de la philosophie, et je pense que tout est parti de là. Et du coup, mon attention philosophique au discours, l'analyse des discours, le texte, le sens voilà, de ce que c'est qu'une métaphore dans un texte philosophique, je pense que tout est venu de cette rencontre avec un texte qui a été une révélation. Une révélation pas seulement de la philosophie de Sartre, mais de ce que c'est que la littérature, la philosophie, un livre. François Noudelman, vous venez de dire que La Nausée a été le grand déclencheur, disons, pour vous, peut-être à la suite du marché Saint-Pierre et du bonimenteur que vous auriez pu être. Tout à fait. Mais il se trouve que 10 ans, voire plus tard, vous avez décidé d'écrire, de faire une thèse sur Sartre. Alors, pourquoi ce choix et quel sujet avez-vous choisi et comment cette thèse s'est passée? D'abord parce que j'ai pris le goût de l'étude grâce à des enseignants qui me l'ont donné, et puis aussi parce que voilà, je connaissais, bon, j'avais lu tout Sartre, tout, et je me suis dit j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Je m'intéressais, j'avais lu donc l'imaginaire, l'être et le néant, la critique de la dialectique, idiot de la famille. Pour moi, ça formait un tout en étant dans l'évolution. Et à l'époque, bon, j'étais dans cette approche internaliste de l'œuvre, ce que je n'ai plus du tout, ce que je critique. C'est-à-dire pour moi, il y avait Sartre, expliqué Sartre par Sartre, lui-même s'expliquait, etc. Je me suis dit, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, sa philosophie, l'évolution de sa philosophie. Et je vais l'apprendre par le discours. Et donc, j'ai traité d'une question philosophique, un peu épistémologique. C'était la formation des concepts chez Sartre, et notamment essentiellement le rapport entre concept et métaphore. C'est-à-dire comment le concept est nourri par une métaphore. Bon, j'avais lu Nietzsche quand même aussi, hein, mais voilà il y a une densité sensible et aussi un travail de l'imaginaire
dans les concepts formés par Sartre. Donc, c'était une thèse de philosophie, mais une thèse, au fond, qui s'intéressait au discours, à la langue, à l'imaginaire. Et donc, voilà, ça m'a amené. Et puis, je vous dis, je ne savais pas ce que c'était que faire une thèse, mais bon, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant qui m'a dit, ben voilà, moi, je vous prends, etc., parce qu'il n'y avait pas de sartrien à l'époque à l'université. Et c'était pas du tout un sujet porteur. D'ailleurs, à cette époque-là, travailler sur Sartre, c'était plutôt démodé. Il fallait absolument travailler sur Foucault, Deleuze, Derrida. Et puis, pour avoir un poste, il fallait travailler sur des gens beaucoup plus anciens, quoi. Donc voilà, mais bon, c'était mon désir. Et je crois quand même que il faut quand même, quand on fait des thèses, c'est ce que je dis à tout cas à mes étudiantes et étudiants, c'est pas une grande dissertation, hein. Les dissertations, ça suffit, quoi, hein. Bon, donc il faut exprimer à travers un objet intellectuel quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut qu'il y ait du désir, hein, voilà. Et donc mon désir s'est réalisé dans la fabrication, donc dans l'écriture de cette thèse. À ce moment-là, vous êtes déjà musicien ? Oui, absolument. Oui, j'ai commencé par là. Je peux dire, ma première rencontre intellectuelle, enfin, c'est pas vraiment intellectuel, mais ça a été avec j'ai eu la chance de rencontrer une professeure de piano qui m'a initié à beaucoup de choses. Et elle était à la musique et à la musicologie aussi, parce que je me souviens d'avoir aussi, c'était un de mes premiers livres, Adorno, Philosophie de la nouvelle musique. Et là, c'était le côté intellectuel. C'était les premières approches, mais bon, j'avais 17 ans, hein, c'était quand même assez tardif pour lire des livres, mais ça a été tout d'un coup une espèce d'excitation et un intérêt pour le langage abstrait que je n'avais pas avant. Puisque vous êtes musicien et que vous avez eu l'occasion de rencontrer donc Emmanuel Levinas, qu'est-ce qui vous a frappé dans la manière dont il parlait ? Je vous dirai, moi, ce qui m'a frappé après, mais je voudrais savoir si nous avons la même perception. Sa voix, sa petite voix. Ah, petite. Petite voix chevrotante, oui, comme ça. Il murmurait même parfois. Oui, il murmurait. Ces hésitations, ça m'a beaucoup frappé, ça. Voilà, mais je peux pas dire que, oui, j'ai pas adhéré vraiment à son enseignement ni à sa philosophie, mais j'étais intrigué, oui. Pour faire écho à votre travail, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que pour écouter Emmanuel Levinas, il fallait tendre l'oreille, parce que c'était un style d'approche par rapport à certains enseignants ou enseignantes qui, eux, peut-être avaient la voix plus haute. Du coup, si vous voulez, mon rapport, moi, à l'institution a été toujours assez marginal, à l'institution philosophique, si vous voulez, hein. Donc après cette thèse de philo, voilà, au fond, j'avais un double cursus, donc je suis allé là où il était possible d'enseigner, c'est-à-dire aussi bien dans des départements de esthétique, comme on disait, ou littérature, ou de philosophie. Un lieu marginal pour moi a été important, c'est le Collège international de philosophie, où on pouvait justement faire de la philosophie latéralement, c'est-à-dire philosophie et, vous savez, les intersections, c'était philosophie et littérature, philosophie et droit, philosophie et mathématiques, bon. Et donc c'était pas philosophie et philosophie, voilà, hein. Et donc ensuite, effectivement, je me suis retrouvé à diriger cette institution pendant quelques années, et heureux de défendre cette démarche. C'est quelle année le Collège international de philosophie ? Je crois que je suis rentré en 2001, il me semble. Je n'ai pas une grande mémoire des dates. Mais voilà, en tout cas, ça a été 6 ans de ce travail. Le collège, c'est un lieu qu'on traverse. Hein, ce n'est pas un lieu où on s'implante, on ne prend pas racine. C'est ce qu'avait voulu Derrida. Il a dit, on entre et 6 ans après, on sort. Hein, voilà. Bon, quelques-uns sont un peu restés. Mais le principe, c'est un lieu traversant. Et ça, je trouve ça bien. Par rapport, si vous voulez, aux chaires où les gens s'installent pour la vie. Voilà. Et donc, latéralement aussi, pour moi, l'expérience de la philosophie, ça a été les émissions de radio, hein, que vous connaissez bien. Et donc, ça a été 11 ans d'émissions philosophiques à France Culture. Et j'ai été très heureux aussi de pratiquer, parce que la philosophie, c'est pas simplement, comme vous le savez très bien vous-même, étudier des textes, mais c'est aussi c'est le dialogue, ce sont des rencontres, là, c'est la diffusion, et donc ces années-là ont été très heureuses pour moi. C'était une manière aussi d'assumer une pratique philosophique différente.
Et puis, donc je vous dis, pour moi, au fond, le déplacement s'est effectué aussi à l'étranger, puisque j'ai enseigné souvent à l'étranger, et particulièrement aux États-Unis pendant une vingtaine d'années, jusqu'à, comme visiting professor, c'est-à-dire vraiment, c'était des séjours de quelques semaines, quelques mois, et puis jusqu'à m'y installer, donc définitivement, je ne sais pas, mais enfin en tout cas de manière plus permanente, et y enseigner très librement, parce qu'au fond, ce que j'aime là-bas, et ce qui est un peu difficile en France, c'est que quand vous avez fait plusieurs choses, c'est valorisé. En France, vous pouvez demander à des philosophes, ils diront « Ah bah oui, c'est un littéraire ». Les littéraires diront « Ah oui, c'est un philosophe ». C'est-à-dire vous êtes toujours défini par ce que vous avez fait, mais qui vous écarte de l'identité principielle. Donc, alors que j'ai enseigné plusieurs années à Johns Hopkins, maintenant à New York University. Au contraire, on est heureux que vous traversiez plusieurs disciplines. On ne se pose pas d'ailleurs cette question du conflit entre les disciplines. Comment ça se passe précisément votre travail à New York là, depuis que vous y êtes installé? Quel type de collaboration avec les collègues américains et quel rapport, disons, vous entretenez avec la double culture américaine et la French theory ou philosophie, comme on veut? Oui. Alors, c'est un département de French Literature, Thought and Culture, ce qui fait qu'il y a aussi bien des historiens, des littéraires, des philosophes dans ce département. Et donc, c'est un lieu où on peut décider de son séminaire, on choisit son sujet de séminaire très librement. Donc là, je travaille pas mal sur la question de l'oralité philosophique, oralité AU, orality, donc c'est le fait que il y a du sonore aussi, c'est pas simplement oralité O, il y a du sonore de l'écoute dans des textes. Hein, voilà. Ça, c'est un peu mon sujet. Et pourquoi AU? Oral, donc c'est pour être sensible à la question de l'oreille, mais l'oreille qui n'est pas simplement liée à la vocalité acoustique. Hein, donc le sonore n'est pas que de l'acoustique. Et donc je travaille sur des textes philosophiques, littéraires, et puis je dirige aussi la Maison Française, qui est un lieu culturel qui fait intervenir des artistes, des penseurs, des écrivains, qui peut organiser des concerts, des expositions de photographie, enfin bref, c'est un lieu d'échange qui est assez intéressant. Et où là, précisément, le lien entre French culture et American culture donc, donne lieu à des débats. C'est un lieu assez vivant et qui est situé en plein cœur de New York. Je précise aussi que ce qui est assez intéressant à New York University, c'est que c'est une université qui est dans la ville. Ce n'est pas un campus isolé où on se consacre entièrement à l'étude. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est-à-dire, au fond, d'être continuellement traversé. New York, comme vous le savez, est une île traversante. Et d'être aussi tout le temps traversé par des influences très cosmopolites, gens qui viennent du monde entier. Et de fait, les universités américaines sont, de ce point de vue-là, très accueillantes et très cosmopolites. Puisque vous êtes allé aux États-Unis sur une période, disons, de 20 ans, qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre perception des États-Unis et qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans la perception américaine vis-à-vis de la France et l'Europe? Oui. Ce sont deux modèles très différents. Moi, je suis un grand défenseur du modèle français. Il ne faut pas oublier qu'en France, n'importe qui, quasiment, on oublie de le dire, peut avoir accès à une école gratuite, avoir les meilleurs professeurs, qu'ils soient à Dunkerque ou à Perpignan. Dans les universités sont gratuites. Donc je suis très attaché à ce modèle-là. Bon, les universités aux États-Unis, c'est un autre modèle. Donc c'est autre chose. Bon, c'est un modèle qui est payant, qui a quand même des systèmes de bourses pour permettre à des étudiants de suivre des cursus qui sont très chers. Mais c'est aussi un modèle de performance
d'ouverture théorique intense. Je suis toujours d'ailleurs un petit peu peiné de voir combien la France est un peu toujours un peu suiviste. Hein. On va faire, 10 ans après, on va faire des études féminines, des gay studies, du care, du postcolonial, encore du queer, etc. Et c'est toujours un peu après. Quoi. Sound studies? Sound studies, oui, effectivement, j'espère contribuer un petit peu à les introduire en France. Donc, il y a une espèce de, si vous voulez, de mobilité intellectuelle, avec ses caricatures, bien sûr, hein, mais très vite, vous pouvez initier et rencontrer un réseau extraordinaire pour initier une recherche, et ça devient très vite des études qui ont un soutien, une reconnaissance. Et ça, cette circulation, c'est quand même propre à l'université américaine par rapport à la pesanteur disciplinaire française. Bon. Donc, pour répondre à votre deuxième question sur l'évolution, évidemment, l'évolution, elle est liée à des universitaires, académiques, elle est liée à des évolutions sociales, des problèmes raciaux, des problèmes qui ont trait à la question du genre et qui traversent l'évolution de l'université américaine. Ça serait très long d'en parler, mais on sait qu'aujourd'hui, évidemment, le racisme, le mouvement MeToo ont reconfiguré aussi une certaine atmosphère des universités américaines. Mais ça aussi, c'est intéressant, c'est de voir que l'université n'est pas simplement un lieu, une sorte de tour isolée comme on a l'image des campus, mais qu'elle puisse être traversée par la société. Et c'est important que l'université ne soit pas simplement une sorte de temple, mais qu'elle puisse refléter pour le meilleur et pour le pire, hein, les conflits sociaux.